L'alternance, c'est quoi? L'alternance, c'est bien sûr le contrat de professionnalisation. Du coup, ça, vous le connaissez, il n'y a pas de souci. C'est pour les jeunes âgés de 16 à 25 ans, les demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus, et tous les bénéficiaires du RSA, de l'ASS, et pour les handicapés, là, sans limite d'âge. Et puis, toutes les personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion. Il n'y a pas eu de grand changement sur le contrat d'apprentissage avec la loi à venir. Vous le connaissez, le process continue, pas de modification très tangible. La PROA, nouveau dispositif, donc promotion par l'alternance ou la reconversion. Donc un dispositif qui n'a pas encore pris son élan, parce qu'en fait, il y a eu l'ordonnance coquille qui est venue en fait refonder un petit peu l'essence même de ce dispositif. Les branches actuellement, et donc les 3 branches liées à Constructis, les travaux publics, le bâtiment et le négoce des matériaux, sont en train de rédiger des accords de branche qui vont être ensuite élargis, dans lesquels ils vont lister les certifications qui seront éligibles à ce dispositif. Et les publics jugés prioritaires, donc des publics qui ont un besoin spécifique de reconversion, ou des publics qui sont amenés à avoir des promotions. Donc là, vraiment, le travail qui est en train de se faire, la branche des travaux publics est très avancée sur son accord. Il y a une réunion le 9 décembre pour l'entériner et après le déposer. La branche du négoce des matériaux est aussi très avancée, ils ont fini de rédiger leur accord. Ils vont être soumis en commission formation avant de le déposer. Après, il y a un process qui doit passer par l'État pour élargir l'accord de branche. L'État et France Compétences promet de faire assez rapidement, mais bon, rapidement chez eux, c'est un peu 3 mois, avec plus ou moins un certain délai. Donc pour l'instant, on ne peut pas encore faire des dossiers de PROA, mais à partir du moment où il y aura cet accord de branche qui aura été signé, vous aurez accès à un nouveau dispositif en alternance. Ce ne sera pas le périmètre qu'on avait sur la période de professionnalisation, c'est beaucoup plus réduit, plus encadrant. Il faudra qu'un avenant à un contrat et encore en question l'éligibilité. On avait dit que dans la loi à venir, ce dispositif de PROA était destiné aux personnes qui ont une formation initiale strictement inférieure à la licence. Ça, on va voir, on attend un décret apparaître ces jours-ci, si du coup les branches peuvent élargir ce public ou si on reste avec ce public qui a une formation initiale, donc qui n'a pas obtenu. Ils peuvent avoir fait la formation mais ne pas avoir obtenu une licence. Donc pour l'instant, on est encore dans cette règle-là. Donc là-dessus, oui. Et pour la branche bâtiment, vous avez suivi ? En pleine négo, pas encore tout à fait. Là, ils sont en train, il y a des négociations qui ont lieu entre la CAPEB et la FFB. Et donc, pour l'instant, on n'a pas encore vu, en tout cas nous, l'accord de branche. On était en réunion avec eux. Ils sont encore en train de définir les listes et les publics. Donc, là, on est un peu moins avancé dans le dépôt. Donc, il faut attendre que l'accord de branche soit élargi pour pouvoir faire des dossiers en cours. Et enfin, le contrat d'apprentissage, ce qui nous réunit aujourd'hui. Donc, on va revenir dessus sur sa vocation certifiante, ce qui le distingue du contrat de professionnalisation. Et c'est un contrat de travail aussi qui est destiné à la formation professionnelle initiale des jeunes. Donc, il a des objectifs éducatifs et il contribue à l'insertion professionnelle, d'où des spécificités par rapport au contrat de professionnalisation et à d'autres systèmes de formation. Donc là, on est là réunis aujourd'hui pour faire le focus sur le contrat d'apprentissage, parce que c'est le contrat qui revêt les plus grandes transformations, même si au final ça ne change pas beaucoup de choses, mais l'organisation, l'éligibilité, le fonctionnement est vraiment remis en cause par cette loi. Juste avant de commencer, combien d'entre vous ont déjà eu recours à un contrat d'apprentissage? Oui, beaucoup. Est-ce que vous le faites chaque année? Oui, pas régulièrement. Alors, le public cible. Alors, la réforme a élargi l'âge du public cible et donc l'a ouvert maintenant également aux jeunes
on est jeune de plus en plus tard, ça c'est la bonne nouvelle, jusqu'à 29 ans révolus. Donc c'est de 16 ans à 29 ans révolus au début du contrat d'apprentissage. Alors il y a des dérogations pour notamment les jeunes de 15 ans plus un jour, s'ils justifient d'avoir accompli la scolarité du premier cycle, enfin s'ils sortent de troisième, voilà. Et puis également des dérogations de l'âge, parce qu'il n'y a pas de limite d'âge. En fait, on va revoir en détail les publics concernés sur les apprentis en situation de handicap, les créateurs repreneurs d'entreprise et les sportifs de haut niveau. Donc les 5 dérogations, ce sont les contrats d'apprentissage consécutifs qui conduisent à un niveau de diplôme supérieur, la rupture de contrat indépendant de la volonté de l'apprenti pour inaptitude physique, les travailleurs handicapés, donc là aucune limite d'âge. Si l'apprenti souscrit est dans l'optique de créer, du coup d'en faire une création, une reprise d'entreprise, et les sportifs de haut niveau, je ne sais pas si vous en avez beaucoup, mais c'est dans les cas. À votre avis, quelles sont les certifications qui sont éligibles à l'apprentissage? Vous voyez, Tout ce qui est diplôme d'État, déjà. diplôme d'État, les titres. Les titres. Pas les CQP, par contre. Ils ne le sont pas. On va vous dire tout ça. Alors, tous les diplômes professionnels de l'enseignement secondaire, donc CAP, bac professionnel, brevet professionnel, tous les diplômes de l'enseignement supérieur, donc BTS, DUT, licence pro, diplôme d'ingénieur, les écoles de commerce, les masters. Donc en fait, on exclut le bac général et technologique, tout ce qui est général et qui ne conduit pas à une certification professionnelle. Tous les titres à visée professionnelle inscrits au RNCP, un répertoire national des certifications professionnelles. Voilà, donc ça inclut évidemment tous les titres relevant du ministère du Travail. Les certifications également privées, donc inscrites aussi au RNCP, des chambres consulaires, des organismes de formation enregistrés au RNCP. Et puis, enfin voilà, comme on vous le disait, toutes les formations initiales qui conduisent à une certification, une finalité professionnelle. Voilà, donc là on vous a remis un tableau des différents niveaux de formation, voilà, entre le CAP, le BP, le bac pro. Évidemment, les mentions complémentaires peuvent se faire également par apprentissage. Donc bac plus 2 avec BTS et DUT, la licence professionnelle et les titres d'ingénieur, mais de master ou d'école de commerce de façon plus générale. Mais ça, c'est des titres plutôt bâtiments et travaux publics. Oui, au total, là on en a mis 150 qui sont vraiment métiers, mais si on les élargit aux formations transverses et à tout ce qui va pour les entreprises, c'est colossal. Ouais, on est à presque 500 du coup titres ou diplômes qui peuvent être préparés en apprentissage. En tout cas qu'on retrouve dans des entreprises du bâtiment et des travaux publics. Ouais. Puisqu'évidemment vous pouvez avoir des contrats d'apprentissage de vos métiers. Vous pouvez avoir en apprentissage un jeune qui prépare un CAP maçon ou un bac professionnel, mais vous pouvez également avoir dans vos équipes des jeunes gens qui préparent un diplôme un BTS comptabilité ou un jeune en école de commerce, même si ce n'est pas lié directement à l'activité de votre entreprise. Est-ce qu'on retrouve la notion de formation connexe, du contrat connexe, comme on avait avant? Alors, la notion de diplôme connexe, enfin, c'est plutôt une mention complémentaire ou un CAP en un an, ou voilà, c'est souvent connexe, on pensait par exemple à une année complémentaire pour se spécialiser. Oui, alors on appelle ça plutôt CAP en un an. D'accord. Voilà. Sur là n'existe pas. Si, on dit entre nous, l'usage continue sans être formalisé dans la loi. C'est une dérogation par rapport à l'éducation nationale. Normalement, le CAP se prépare en 2 ans, mais dans certains cas, évidemment, on peut réduire la durée de la formation.
Et dans certains cas, donc, notamment pour un jeune qui aurait déjà un CAP dans un métier, dans un métier proche, le faire quand même. On a les mêmes pénalités, enfin, les mêmes conséquences, une majoration sur la rémunération. Ah oui, alors ça c'est en débat, si c'est une poursuite, oui. Ouais. C'est pas encore très clair. La loi dit qu'il doit être supérieur ou égal. D'accord. Donc, le contrat d'apprentissage, c'est avant tout un contrat de travail entre l'entreprise et l'apprenti et visé par le CFA. Il est établi en 3 exemplaires. Il doit être adressé au plus tard dans les 5 jours calendaires qui suivent le début d'exécution du contrat. On verra par la suite à qui, comment, parce que ça change entre 2019 et 2020. On aura un peu tout ce détail. Alors, le contrat d'apprentissage peut être rompu dans les 45 premiers jours du contrat, d'un commun accord évidemment entre l'apprenti et l'employeur. Donc ça s'est beaucoup assoupli par rapport à... La loi a donné beaucoup d'ouverture là-dessus. Avant, il fallait au prud'homme, c'était beaucoup plus compliqué. Voilà. Là, on a vraiment... l'objectif, c'était de faciliter, du coup, aussi pour l'entreprise, pour éviter des freins à la conclusion de contrats d'apprentissage. Et puis aussi éviter d'embouteiller, je pense, les conseils des prud'hommes. Voilà. Donc pour faute grave, pour inaptitude, ça c'est assez classique. En cas d'exclusion définitive du jeune par le CFA, donc là ça vaut effectivement rupture de contrat. Moi je me mettrais une nuance là-dessus quand même. C'est que quelque part il faut que ce soit assimilé après une faute grave. Oui, c'est pour revenir au point d'au-dessus en fait. Ouais, l'exclusion définitive doit rentrer après pouvoir être qualifié de faute grave. Enfin, il faut que les faits qui entraînent l'exclusion derrière puissent être qualifiés de faute grave par l'employeur. Moi c'est ce que j'ai compris. C'est attention quand même. Oui. On en fait très peu d'exclusion. Oui, ça vous arrive pas vraiment? Ça peut? Peu. Et puis évidemment, le contrat peut être rompu aussi à l'initiative de l'apprenti. Alors il doit solliciter le médiateur consulaire qui ont été nommés pour les accompagner. Si l'apprenti a obtenu son diplôme ou son titre, il peut aussi rompre le contrat. Et on a beaucoup de cas, dès qu'ils ont le diplôme, si vous aviez, au mois de juin, si vous aviez prévu de les garder juillet-août, en fait il y a rupture de contrat après l'obtention du diplôme. Et puis évidemment, en cas d'opposition à l'engagement de l'apprenti, si l'entreprise a une opposition à engager un apprenti, là aussi ça vaut rupture de contrat. Si le jeune, en cas de rupture de contrat, le jeune, ça c'est la réforme aussi qui l'induit, le jeune peut poursuivre sa formation dans les 6 mois suivants qui suivent sa rupture de contrat. Et il bénéficie dans ce cas-là du statut de stagiaire professionnel. Et s'il retrouve un contrat, ses heures sont rémunérées. Enfin, le CFA qui accueille ce jeune-là peut se faire payer ces 6 mois où il est resté au CFA. Ça, c'est vraiment des nouveautés de la loi à venir qui permettent de sécuriser du coup le parcours du jeune. À votre avis, quels sont les devoirs que vous avez en matière d'apprentissage en tant qu'entreprise? Quelles sont un peu les obligations envers ces alternants? C'est un contrat de travail. C'est un contrat de travail, exactement, et ça implique un certain nombre de devoirs vis-à-vis de l'entreprise. Alors donc évidemment c'est le laisser suivre l'ensemble des enseignements et activités pédagogiques au CFA, ne pas le laisser aller en CFA selon le rythme d'alternance qui a été donc indiqué avec le CFA. L'entreprise elle a également un rôle de formation. Le jeune n'est pas en formation que lorsqu'il va au CFA, il est également, c'est la formation alternée, il est également en formation lorsqu'il est en entreprise. Vous devez évidemment le libérer pour qu'il participe à l'ensemble des examens qui valident sa formation. Mais enfin bon, pour notamment les métiers du BTP, il y a beaucoup maintenant de contrôle en cours de formation, donc les périodes d'examen sont quand même beaucoup plus restreintes. Vous devez évidemment respecter la réglementation qui vous impose de désigner un maître d'apprentissage.
respecter les temps de formation de tout salarié, notamment pour revoir sur les mineurs, visite médicale, tout ce qui s'applique à vos salariés s'applique aux apprentis. Sur la visite médicale, il y a eu aussi un allègement. Hein, oui, ça peut être un médecin de ville en fait. Dans les faits, c'est marqué dans la loi. Pour le Maine-et-Loire, les deux services santé au travail ne souhaitent pas qu'il y ait de médecine de ville. Et s'ils considèrent qu'ils peuvent satisfaire les visites médicales et qu'ils répondent donc normalement dans les 8 jours, il n'y aura pas de recours à la médecine de ville parce qu'il faut une convention avec la médecine de ville pour que ça marche. Ce n'est pas au libre choix. C'est-à-dire que si le service santé au travail décide qu'il n'y aura pas de médecine de ville, ce ne sera pas possible. Donc je nuancerai. D'accord. Donc ça dépend des territoires. Bien sûr. Verser le salaire, évidemment. Alors, il y a une nouvelle grille de rémunération qui a été publiée dans le cadre de la réforme. Vous avez également un accord du BTP qui, notamment pour les jeunes, plus avantageux. On va le revoir tout à l'heure, donc c'est celui-là qui va s'appliquer. Et puis, si vous avez une convention encore plus favorable, c'est celle-là qui s'applique aussi. Et notamment pour les jeunes un peu moins jeunes, les après 25 ans, on va revoir dans les tableaux. Donc en fait, il est très difficile aujourd'hui de vous dire voilà, c'est tel pourcentage du SMIC à appliquer puisque c'est fonction aussi de votre convention. Ensuite, vous avez l'obligation de prévenir les parents de l'apprenti en cas d'absence, s'il est mineur. Et accepter tout contrôle lié au contrat d'apprentissage et octroyer à l'apprenti un droit à la protection sociale, comme disait Claire, c'est un salarié de votre entreprise. Alors vous devez également fixer des objectifs de performance, définir les horaires de travail, donc ça c'est dans le cadre aussi du contrat de travail, définir les tâches en respectant bien sûr la qualification visée, le contrôler, le superviser et évaluer aussi ses acquis dans le cadre de son travail et de son apprentissage dans notre entreprise. Les apprentis ne sont pas pris en compte dans le calcul de vos effectifs, hein, tout comme les jeunes en contrat de professionnalisation. Tous ces rôles et ces devoirs qu'on a vus là, c'est vraiment le rôle du maître d'apprentissage, hein, qui doit être impérativement, donc ça c'est une obligation de le désigner dès au moment où vous remplissez le CERFA. Il y a 8 conditions pour être maître d'apprentissage. Donc il faut être salarié de l'entreprise, logiquement, être majeur et volontaire, ça c'est mieux effectivement pour le suivi. Sur le volontariat parce que on a vu où le nom est marqué sur le CERFA, mais il n'était pas informé. Donc c'est extrêmement important parce que c'est impliquant, les jeunes, c'est les nouvelles générations aussi. Il faut aussi par voie communiquer sur du savoir-être, informer des règles dans l'entreprise. Il n'y a pas forcément que le savoir-faire métier qu'on doit transmettre. Il y a aussi, souvent les jeunes, c'est la première fois qu'ils mettent les pieds en entreprise. Et il y a quand même une acculturation à l'entreprise qui doit être faite en plus de la transmission de savoir-faire. Donc également offrir toutes les garanties de moralité, hein, c'est vous encadrez un jeune dans une formation, être désigné au moment de la conclusion du contrat d'apprentissage, hein, donc dans le CERFA, on va revenir dessus, contrat d'apprentissage, il faut indiquer le nom du salarié. Ce maître d'apprentissage ne peut pas encadrer plus de 2 apprentis, alors il peut en avoir un 3e sous certaines conditions. Il doit avoir un diplôme au moins équivalent au diplôme préparé par le jeune, ou alors s'il bénéficie d'une expérience professionnelle d'au moins 3 ans. Et puis, en l'absence d'accord de branche ou de convention, être titulaire du même diplôme et dans le même domaine que l'apprenti, ou moins équivalent, justifier d'une année d'exercice minimum dans l'activité visée, ou de 2 années dans un poste en rapport avec... effectivement, il ne faut pas que ce soit non plus quelqu'un qui débute dans le métier parce qu'il a un rôle de formation du jeune dans l'entreprise.
La loi ouvre maintenant ce rôle au conjoint collaborateur de l'employeur, ce qui n'était pas le cas auparavant. Oui, il peut y avoir des dérogations au plafond des 2 apprentis, ça c'est possible. Et aussi maintenant, la certification relative aux compétences de maître d'apprentissage et de tuteur est éligible au CPF. Donc du coup, on peut avoir cette ouverture-là. Alors, la mobilité européenne, donc là, il y a un décret qui est sorti il n'y a pas très longtemps sur la mobilité internationale des apprentis. On attend encore des arrêtés. Le contrat d'apprentissage, il peut être exécuté en partie à l'étranger. Ça peut aller jusqu'à 1 an, mais il faut que le jeune il ait passé au moins 6 mois en France. Alors là, il y a le dernier décret, donc il y a suspension du contrat de travail quand le jeune part plus de 4 semaines à l'étranger. Tous ces frais pour le départ à l'étranger sont supportés par le CFA et il y a des subventions des OPCO pour financer la mobilité internationale. En revanche, pour l'entreprise, il n'y a pas de, on verra tout à l'heure, il n'y a pas de prise en charge spécifique aujourd'hui par Constructis pour les frais supportés éventuellement par l'entreprise. Les aides financières, la loi avait pour vocation de simplifier. Il y avait un certain nombre d'aides différentes du coup, qui étaient du coup pas toujours très compréhensibles. Donc là maintenant, la loi crée une aide unique à l'apprentissage qui est attribuée déjà depuis le 1er janvier 2019. Alors elle ne concerne que les apprentis qui préparent au maximum un diplôme de niveau 4, donc bac professionnel. Donc si vous avez un BTS, vous n'aurez pas cette aide unique. Et elle concerne également, il faut les 2 conditions, les entreprises de moins de 250 salariés. La première année, il y a une question. Oui. Alors, est-ce quand on a plusieurs sites, c'est par SIREL ou c'est par c'est l'entreprise globale? Alors justement, on a eu une aide, on a 27 apprentis, mais on en a eu seulement un qui était éligible. Ouais. Bah, c'est quand même très restrictif, hein, déjà les entreprises de moins de 250, et puis équivalent au plus au baccalauréat, ça quand même... Oui, sur les 27, on en a au moins une vingtaine qui sont... Qui étaient inférieurs au bac? Oui, mais je pense que c'est le Sirène qui a été pris. Hein. Vous avez combien d'effectifs au sur global? Sur le même site, on en a pris 4 cette année, 5 cette année. Il y en a qu'un qui est éligible, je pense que je vais demander, parce que je ne comprends pas bien pourquoi lui il est pris. Oui, c'est pas très logique. C'est étonnant, oui. Alors l'aide, elle est de 4 125 € maximum la première année, 2 000 € la deuxième année, 1 200 € la troisième année. Et puis s'il y a une 4e année, puisqu'on peut avoir en fait des contrats avec une 4e année, si le jeune voilà, n'a pas eu son diplôme, ou pour notamment les apprentis en situation de handicap, c'est l'aide unique de 1 200 € de la dernière année qui s'applique éventuellement pour la 4e année. Donc en fait pour un CAP par exemple, vous avez une aide de 6 225 €. Alors elle est versée directement par l'ASP, ce qui la déclenche, 2 choses. Déjà l'enregistrement du contrat ou le dépôt du contrat en 2020, on va y revenir, hein, que votre contrat soit enregistré, ça c'est sûr, et la DSN également. C'est peut-être ça alors, l'enregistrement du contrat n'a pas forcément été fait. C'était des... de la CCI. Ouais, c'était des contrats hors convention, sous convention là. Vous avez eu la confirmation d'enregistrement par les consulaires sur ce Non, justement, voilà. Je pense que... Ça, oui. Et qui a ça doit être ça. Il a commencé le 2 septembre. Ah oui, c'est des docteurs comme ça dans les chambres. C'est les échos qu'on a aussi. Beaucoup n'ont pas encore été enregistrés. Et comme c'est l'enregistrement qui déclenche, bah à partir du moment où il n'est pas enregistré, ça ne déclenche pas. Et on a dans beaucoup de régions où il y a plus de 3 mois de retard sur les enregistrements. Les autres aides. Alors, vous avez une prise en charge spécifique pour des apprentis en situation de handicap qui ne peut pas excéder 3 000 €. L'exonération du salaire, alors pour les entreprises de moins de 11 seulement, vous avez une exonération totale du salaire de l'apprenti, ça n'a pas changé
de votre base, de votre assiette ex-taxe d'apprentissage, mais contribution unique de la formation professionnelle. Il y avait une exonération de 11% du SMIC jusqu'à présent pour les entreprises de 11 et plus, celle-là disparaît. Donc voilà, la seule aide qui reste, c'est pour les entreprises de moins de 11. Donc vous devez intégrer la totalité des salaires pour les plus de 11 dans votre assiette de calcul de la contribution unique. Vous avez des exonérations de charges sociales, l'exonération du salaire aussi de l'apprenti de votre 1% CPF CDD, l'exonération de la prime de précarité pour vos CDD, enfin de votre contrat d'apprentissage. Et puis en fait, il rentre dans le calcul pour les entreprises de 250 salariés et plus, dans la créance, le bonus de la CSA, évidemment, il est intégré dans le calcul du quota d'alternants, quand il dépasse 5%, votre nombre d'alternants dépasse 5% de votre total salarié, vous avez une créance sur voilà, la CSA, donc qui est imputable sur le 13% de la taxe d'apprentissage revisitée. Mais ça, on peut en reparler voilà, tout à l'heure. Sur la rémunération des apprentis, donc le critère, c'est celui de l'année contractuelle de l'exécution et ça prend en compte la tranche d'âge et son évolution dans le cycle de formation. Avec la loi à venir, tous les jeunes voient leur rémunération augmenter de 30 € net par mois et bénéficient de l'aide au permis de conduire. Donc on vous a fait un petit tableau, sachant que bien sûr, il peut y avoir des conditions qui sont plus avantageuses que celle qui est là, qui est la base légale en fait. Alors en fait, dans les spécificités BTP, globalement pour les moins de 20 ans, c'est toujours plus favorable. Voilà, les conventions, l'accord BTP est toujours plus favorable. Ça va être. Alors, est-ce que ça va être revu ou pas par rapport à la loi? On attend un décret, la DGEFP a annoncé un décret sur la rémunération des apprentis. Donc, on attend l'information. Donc, effectivement, il y a une très bonne rémunération des plus de 26 ans qui pose aussi problème du recrutement de ces jeunes en entreprise, puisqu'ils ont un coût beaucoup plus élevé. Mais bon, pour certaines certifications, ça peut être aussi voilà, plus finalement efficace ou en tout cas productif en entreprise. Alors, il y a sur le portail de l'alternance un simulateur, alors qui ne tient évidemment pas compte de vos conventions spécifiques, mais qui permet, en fonction de la taille de l'entreprise, de l'âge du jeune, de la formation, de voir combien voilà, vous allez avoir d'aide, combien ça va vous coûter. Ça permet d'avoir un ordre de grandeur. C'était les années complémentaires qui posaient problème. Oui. Et la lecture d'une CCI à une autre n'était pas toujours la même. Enfin, on y allait souvent un peu sans avoir ni d'explication ni d'éclaircissement en présentant le contrat et en disant on ne sait pas si ça sera ça, ouais, ça sera corrigé ou pas. Et en fait, ce qui a posé problème, c'est la publication par la DGEFP justement d'un question-réponse sur la rémunération des apprentis qui n'est aujourd'hui pas ce qui est écrit dans le Code du travail. Et donc on leur a demandé de retirer ce question-réponse sur la rémunération. Tant que ce n'est pas écrit dans le Code du travail, ça ne s'oppose pas aux entreprises. Donc il y a une double interprétation. Et c'est effectivement aujourd'hui très compliqué de vous dire voilà, quelle est la rémunération exacte en cas de poursuite de contrat qui doit être appliquée à l'apprenti. Et certaines chambres ont un peu, à mon sens, fait de l'excès de zèle sur le contrôle de la rémunération pour l'enregistrement des contrats, ce qui explique aussi que ça bloque sur certains, là en début d'année, sur les enregistrements. Peut-être revenir avant de passer aux démarches administratives, aux heures supplémentaires pour les apprentis mineurs. Oui, donc il y a des dérogations pour les apprentis mineurs, notamment pour ceux qui sont amenés à être sur des chantiers du bâtiment et des chantiers de travaux publics. Donc par jour, ça ne doit pas dépasser 8 heures et ça peut être 10 heures. Il peut y avoir 2 heures supplémentaires pour les apprentis. La loi assouplit. Oui, voilà. Et il peut y avoir 5 heures de plus aux 35 heures voilà, par semaine pour l'apprenti. Alors c'est marqué sur certains textes, je n'ai pas en tête, mais on ne peut pas les payer. On n'a pas le droit de payer l'heure supplémentaire.
il doit y avoir un système de récupération. Oui, tout à fait. Donc compensation, c'est pas ça ce que ça veut dire, quoi. C'est clair. Récupération. Alors on les fait récupérer. Il faut qu'ils aient au moins 2 jours de repos consécutifs. Mais Voilà. quelles sont les conditions de récupération ou de compensation? C'est pas forcément très clair. Non, nous, on a plutôt compris la récupération, c'est-à-dire qu'ils ne travaillent pas pour compenser les heures supplémentaires qu'il aurait fait à un moment. Alors ça veut dire on a un calendrier, tous les mois, il récupère le... La loi ne nous donne pas le cadre, en fond, c'est un peu un compte épargne-temps qu'il a pour comptabiliser les heures supplémentaires qu'il aurait fait, qu'il devrait du coup récupérer à un moment. Mais la loi est totalement libre sur le mode de récupération. Et on fait 1 heure à 25 ou on fait 1 à 25? C'est une heure supplémentaire. Ouais. À 25. Hein. Même si on est en modulation d'heures. C'est considéré comme des heures supplémentaires. Hein. Il faut intégrer dans le repos les majorations éventuelles. Hein. Ouais. Sur les démarches administratives, donc l'instruction, donc pour l'instant, les opérateurs de compétences ont pris depuis septembre les contrats hors convention. On finance pas. On finance pas en enregistrement. Non, hors convention. Hors convention, oui. Pas en enregistrement. Alors, en fait, en dépôt à l'opérateur de compétences, qui les en fait, à la chambre consulaire, mais pour l'instant, ce sont les, du coup, les OPCO qui ont pris du coup ces dossiers-là, qui ont été saisis à la chambre consulaire en parallèle. En fait, pour l'entreprise, en fait, c'est elle continue d'envoyer à la chambre. Tout à fait. À partir de janvier, du coup, les opérateurs de compétences vont prendre en charge la totalité du coup, des contrats d'apprentissage et les chambres consulaires ne vont plus du coup saisir et enregistrer les contrats. Donc ils seront à déposer à Constructis Pays de la Loire qui du coup s'occupera de l'instruction. Pays de la Loire. Oui. Je précise parce que... Alors on ne parle plus d'enregistrement mais de dépôt du contrat, mais c'est finalement la même chose. Donc, au lieu d'envoyer votre contrat et les documents annexes à la chambre, vous les enverrez à Constructis de votre région. Aujourd'hui, nous on passait par la chambre des métiers et ils avaient un formulaire en ligne dans lequel on notait toutes les informations. On n'avait pas un CERFA déjà à remplir, c'est eux qui le remplissaient. Comment ça se passera demain? Est-ce qu'on enverra directement le CERFA à Constructis en dépôt? Oui, vous allez remplir du coup le CERFA. À terme, vous aurez l'outil gestion, je ne sais pas si vous connaissez déjà leur contrat pro. Il y a une filière contrat d'apprentissage qui sera ouverte où vous pourrez saisir en ligne votre CERFA du coup de contrat d'apprentissage qui permettra du coup d'avoir directement. Et dans un premier temps, avant l'ouverture de la filière, où il y en a qui travaillent dessus, à fond dessus en ce moment, du coup, ça sera un dépôt avec un CERFA du coup classique, papier. C'était la même? Pas tout à Excusez-moi, fait. la même question, est-ce qu'aujourd'hui on envoie nos contrats d'apprentissage en fonction du lieu où est présent notre site à des CCI différentes? Et bien là, ça sera en fait à des APR du coup, de régions différentes en fonction d'où est votre site du coup. Donc si vous êtes, le site est en Pays de la Loire, c'est à l'APR Pays de la Loire. Si vous avez un site Nouvelle-Aquitaine, ça sera à la région Nouvelle-Aquitaine qu'il faudra l'envoyer en fait. Sachant qu'on utilise l'outil e-gestion. Oui. Peut-être que... Après, quand vous saisirez, ça ne changera rien pour vous. Ça arrivera de manière transparente dans la bonne région qui, eux, feront du coup l'instruction et le dépôt. Mais du coup, il n'y aura pas, en tout cas, ça sera transparent pour vous. Vous saisissez vos contrats. Ça vous permettra de suivre au même titre qu'aujourd'hui dans les gestions quand vous déposez vos dossiers. Il y a un suivi, ben là, ce sera pareil. Vous pourrez suivre l'avancée du contrat avec l'outil e-gestion. Le paiement des contrats d'apprentissage se fera
à partir du siège. C'est transparent pour vous, mais en tout cas, on a opté dans l'organisation une gestion et un paiement centralisé des contrats. Mais c'est le paiement au CFA. Donc voilà, donc pour vous, ça ne change concerné. rien, ça n'a pas d'implication. Pour être très clair, donc l'entreprise adresse, donc l'État précise bien que c'est l'entreprise, parce que c'est un contrat de travail qui doit adresser à Constructis en région son dossier complet dans les 5 jours maximum après la date et le début d'exécution de contrat. L'usage fait que de temps en temps, et même souvent, c'était le CFA. Bon, notamment après, pour les artisans et les petites entreprises, c'est souvent le CFA qui assiste l'entrepreneur pour la saisie de son CFA. Mais voilà, dans les textes, c'est l'entreprise qui est responsable du contrat d'apprentissage qu'elle a signé avec l'apprenti et qui doit l'envoyer à son OPCO. Si c'est le CFA qui envoie tout le dossier, c'est pas grave. C'est pas grave. Constructis en région réceptionne le dossier, l'instruit, l'enregistre, effectue le dépôt auprès de la DGEFP. Il y a un délai de 20 jours pour ça. Lors de cette instruction de dossier, 4 cas vont être, 4 points de contrôle ont été demandés par la DGEFP aux opérateurs de compétences. L'éligibilité de la formation, on l'a vu. C'est pas, par exemple, une formation continue, qu'elle est bien inscrite au RNCP, donc on aura la liste des formations ouvertes en apprentissage. Ils ont demandé à ce qu'on vérifie l'âge de l'apprenti, qu'il y ait bien un maître d'apprentissage et la rémunération clochard. Ce sont les 4 points de contrôle qui vont décider d'un accord de prise en charge ou d'un refus de prise en charge qui sera envoyé en cas d'accord de prise en charge. Constructis informe le CFA et l'entreprise. En cas de refus de prise en charge, l'État nous demande d'informer le CFA, l'entreprise et l'apprenti. Parce qu'en cas de refus de prise en charge, ça met fin au contrat, à l'exécution du contrat d'apprentissage. Donc il est normal d'en informer l'apprenti. Et la prise en charge, c'est la totalité de toute la formation? Alors justement. Oui, on va en parler. Ouais. Donc, dans votre dossier, vous avez bien le CERFA, contrat d'apprentissage, la convention de formation, puisque maintenant c'est un financement du CFA par l'opérateur de compétences. Donc, pour la prise en charge par l'opérateur de compétences, il nous faut un certain nombre d'éléments, comme vos différents dossiers de prise en charge, donc intitulé, l'objectif, le contenu. Ça, c'est le CFA qui va vous fournir le modèle de convention de formation où il est indiqué le prix de la formation, le niveau de prise en charge de l'OPCO, et il y a dans le modèle mis en place par la DGEFP, il reste une dernière case où c'est marqué, alors c'est pas le terme exact, mais reste à charge pour l'entreprise. Donc j'attire votre attention sur ce sujet, c'est engageant pour vous. Donc si vous signez cette convention de formation avec un reste à charge pour vous, à la différence d'avant où finalement il fallait que la région, le conseil régional accepte que le CFA facture l'entreprise d'un reste à charge sur le prix de la aujourd'hui, tous les CFA peuvent facturer le reste à charge de leur choix aux entreprises. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir, on va prendre un exemple simple d'un CAP menuisier qui va être financé par l'opérateur de compétences au CFA à 7 500 €. Imaginons que le CFA auquel vous vous adressez lui estime que son coût et que son prix il est de 8 000, il peut vous demander 500 €. Il peut vous demander, mais vous pouvez refuser. C'est une convention qui est assignée par l'entreprise et par le CFA. Donc, vous pouvez aussi, et c'est ça le monde de demain des CFA, faire jouer, si c'est possible, la concurrence des organismes de formation par rapport à... Alors, sur les CFA du bâtiment et des travaux publics, on n'est pas très inquiet sur ce reste à charge. En revanche, le supérieur avait la fâcheuse habitude, avec ou pas accord de la région, de facturer ou demander d'affecter sur votre taxe d'apprentissage. Ça, demain, c'est plus possible. Donc là, ils vont vous demander un complément par rapport au niveau de prise en charge.
Et si on refuse, ça met en péril la formation Ah bah si vous refusez, ça se négocie en fait. Ouais. Voilà, ça se négocie. Est-ce que le CFA, il a vraiment besoin de votre contrat? Parce que le CFA, il va être payé avec le contrat d'apprentissage que vous lui amenez aussi. Donc si vous ne signez pas, totalement complète. il risque de perdre l'apprenti et donc de perdre les financements. Donc voilà, c'est une question de marge par rapport à ça. Donc vraiment, j'attire votre attention là-dessus. Effectivement, les CFA demain ont toute l'attitude pour vous facturer quelque chose qui peut être faible ou très important. Il y a certaines formations, ça peut s'entendre. Elle répond à des objectifs de qualité importants. On peut avoir, elle répond complètement à votre demande et ça justifie et il y a un surcoût. Je peux prendre par exemple un CAP conduite d'engin qui serait fait qu'en 1 an, où il y aurait beaucoup d'heures au CFA. On sait que, bon, bah, alors que les niveaux de prise en charge pour le BTP ont été finalement calculés sur une base de 2 ans, sur un diplôme de 2 ans, donc on pourrait estimer qu'effectivement sur ce CAP en 1 an, ça sera un peu plus cher. C'est l'intérêt de l'entreprise d'avoir aussi qu'une formation en 1 an pour son jeune. Il peut y avoir un plus. Attention aux formations transverses notamment et du supérieur. Où là, on pourrait vous facturer, parce que les branches, notamment comme celle du BTP, sur toutes les formations transverses, on ne s'est pas positionné dans la détermination des niveaux de prise en charge. On a laissé aux autres secteurs le soin de se positionner. Et finalement, c'est la moyenne de... Donc, on peut avoir, par exemple, sur un BTS MUC qui s'appelle plus BTS MUC, une prise en charge qui soit pas suffisante pour le CFA qui veut faire beaucoup d'argent par rapport à ça. Et on peut vous laisser... finalement un reste à charge important. Donc attention à ça dans la convention de formation. Regardez bien ce petit tableau du prix indiqué par le CFA, du niveau de prise en charge voilà, qui seront liés à cette formation. Voilà, les niveaux de prise en charge de Constructis sont indiqués sur le site de Constructis. Donc diplôme par diplôme, vous pouvez faire une recherche avec le code formation et voir quel est le niveau de prise en charge. Et puis après, ça se négocie. Et vraiment, la loi a totalement transformé la logique. Les CFA sont projetés en 1 an dans un modèle économique. Avant, c'était un financement par la taxe d'apprentissage. Donc, niveau de remplissage de la formation n'était pas du tout corrélé au mode de financement du CFA. Là, depuis cette année, c'est complètement différent. Il va falloir, en fonction des niveaux de prise en charge qui ont été déterminés par les branches, assurer un niveau de remplissage de chaque session pour atteindre un seuil de rentabilité. Donc c'est une logique qui est complètement différente et qui donne aussi une marge de négociation sur le reste à charge, parce qu'avant tout, la priorité, c'est d'avoir quand même un niveau de remplissage qui doit être suffisant. Différent de celui qui a eu lieu depuis des années avec un financement via la taxe d'apprentissage, qui était complètement décorrélé du niveau d'activité, du nombre d'alternants et du niveau de remplissage de chaque session. Donc là, c'est vrai que dans la négociation qui va peut-être s'opérer avec le CFA d'accueil de votre apprenti, la taxe d'apprentissage ne rentre plus en ligne de compte, puisque votre 87%, il y a des déductions. Alors le décret n'est pas sorti, mais vous ne pourrez avoir des déductions sur ce 87% que pour les investissements de votre propre CFA d'entreprise ou d'une nouvelle formation qui n'a jamais été faite par ailleurs. Donc, on attend le décret, mais quelque part, vous n'avez pas, comme avant, vous l'aviez sur votre quota libre, vous n'avez plus la main mise sur votre taxe d'apprentissage en disant, bah là, je l'affecte dans le cadre d'un partenariat à telle école ou tel CFA. Sur le 87%, donc très très peu de déduction. Sur le 13% qui reste, tout ça, vous allez le verser vous-même. Alors ça y est maintenant, on repart sur un système ancien que peut-être vous avez connu, où vous pouviez directement verser la taxe d'apprentissage aux écoles. Ça redevient possible. Dès 2020, votre 13%, vous allez devoir l'affecter, alors hors apprentissage, mais aux écoles, il y aura des listes d'écoles habilitées à percevoir ce 13%. Vous pouvez affecter ce 13% à des CFA en dons en nature, mais ça concerne rarement des entreprises du bâtiment et des travaux publics, plutôt des entreprises de matériaux de construction. Donc en fait, voilà, les CFA ont l'habitude de recevoir de la taxe en nature. Un CFA du bâtiment, il va recevoir par exemple des chaudières en taxe en nature, des parpaings, des... Voilà, est-ce que la matière d'œuvre, ça marche, ou est-ce que c'est uniquement de l'équipement?
Ah, c'est que de l'équipement. Non, en matière d'œuvre aussi. Ah oui? Oui. Moi j'ai un doute. C'est rédigé de façon très large. J'ai une petite question. Oui. Quand on a des apprentis en région centre, et que le siège est à Angers, au Pays de la Loire, Oui. il n'y a pas de problème pour le financement d'un apprenti en région centre? Non. Ça fonctionne. Absolument aucun. Justement, la loi aussi, maintenant, c'est une harmonisation des financements des CFA sur l'ensemble du territoire, puisque ce n'est plus lié à la politique d'un conseil régional. On était sur des coûts préfectures qui étaient liés et définis dans chaque région. Et là, maintenant, on est sur des niveaux de prise en charge définis nationalement par les branches. Donc, du coup, plus de différenciation à travers les régions, en fait. Les niveaux de prise en charge sont déjà disponibles là sur le site? Oui, tout à fait. Tout à fait. Tous. Alors, ce qui reste encore, il y aura toujours en fait des créations qui se feront au fur et à mesure, quand un diplôme ou un titre va être rénové, quand il y a une modification substantielle du diplôme ou du titre, où il reste certains titres et diplômes sur lesquels aucune branche ne s'est positionnée. On est surtout sur des formations transverses où les opérateurs de compétences se sont vraiment impliqués sur les diplômes à vocation métier. Les ex-opérateurs de compétences interpro ont été plutôt vers les formations dites transverses. Et il peut y avoir encore certaines formations, du coup, qui n'ont pas encore eu un niveau de prise en charge qui a été déterminé. Dans ce cas-là, l'État a prévu une valeur d'amorçage qui permet de commencer à financer et avec une régularisation sous 4 à 6 mois après détermination du coût de prise en charge sur ces formations. Mais pas de blocage de l'entrée en formation parce qu'il n'y a pas de niveau de prise en charge qui a été déterminé en fait. On peut faire un petit point sur justement la collecte. On va terminer sur le dossier. Vous avez également une convention tripartite. Alors on attend un modèle de la DGFP. Donc une convention de réduction ou d'allongement de la durée par rapport à ce qui est donné par le certificateur. Donc votre diplôme, votre CAP en 1 an, le certificateur qui est l'Éducation nationale, lui, il dit que c'est en 2 ans. Donc si vous avez un diplôme en 1 an, il y a une convention de réduction de la formation. Et donc il est tripartite signé entreprise CFA et apprenti ou son responsable légal s'il est. Ça, ces documents, ils seront fournis par le CFA. Vous devez remplir le contrat d'apprentissage et être vigilant sur ce que vous signez à côté, notamment en termes d'engagement financier. Sur la collecte, il y a une petite infographie qui va être disponible et qui pourra vous être transmise pour expliquer un peu tout le nouveau système de la CUFPA, contribution unique pour la formation professionnelle et la taxe d'apprentissage. Alors, vous aurez pour toutes les entreprises de 11 et plus. Il n'y a pas de moins de... Il y a des moins de 11 Il y a des moins de 11 non, parce que le système est un peu différent. Donc, pour toutes les entreprises de 11 et plus, il y aura un premier acompte, la taxe, la CUFPA, mais la part taxe d'apprentissage, en tout cas, de 60% à fin février. Il y aura un deuxième acompte de 38% pardon, en septembre. Et alors, tout ça calculé sur votre masse salariale 2019 et une régularisation à solde à verser en février 2021, là basée sur votre masse salariale 2020 et la régularisation de la taxe. Cette taxe d'apprentissage, elle sera prélevée par ProBTP. Sauf pour la branche du négoce des matériaux. Mais donc là, ProBTP ne va vous appeler que le 87% de la taxe d'apprentissage. Il restera le 13%, on est en attente du décret. Normalement, vous devrez vous en libérer pour le 31 mai. Comme ça, on va avoir une information par rapport à ça. Oui, oui, bah, enfin, on attend le décret, en fait, c'est ça. Donc, en fait, là, pour fin janvier, parce que pour la formation, c'était fin janvier les versements, alors ça sera en même temps aussi, fin janvier. On attend le décret pour avoir vraiment... Il n'y a pas de taxe d'apprentissage pour 2019. Non, exonération de la taxe d'apprentissage de 2019. Donc là, on attend le décret. Ils viennent juste de modifier encore les pourcentages des acomptes.
pour être sûr du timing et du montant des acomptes pour sécuriser vraiment ce qui a été dit. En fait, ils ont un problème en fait de trésorerie pour payer le début des contrats d'apprentissage. Ah oui, donc on va payer en janvier, ça sera que des acomptes. Oui. D'accord. Mais c'est vous qui allez... Enfin, dès que le décret paraît, on transmet l'information, il y aura un document qui est... Donc c'est ProBTP qui va nous dire... Oui, c'est ProBTP. Exactement. Sauf pour la CSA. S'il y a des entreprises de 250 salariés et plus qui payent de la CSA, la contribution supplémentaire à l'apprentissage, en fait c'est le malus pour les entreprises qui n'emploient pas leurs 5% d'alternants. Là, ça sera Constructis qui le gérera. Donc en fait, effectivement, on parle d'année blanche de taxe d'apprentissage pour les entreprises en 2019, pas en trésorerie, puisque vous avez bien versé votre taxe d'apprentissage en trésorerie en 2019, en février 2019, sur les salaires 2018, mais vous l'aviez dans votre compte de résultat provisionné à fin 2018. Là, sur les salaires 2019, il n'y a pas de taxe d'apprentissage, donc vous ne provisionnez rien, donc dans votre résultat comptable, il n'y a pas de taxe d'apprentissage en 2019, mais il y a bien un versement en trésorerie en 2020, et puis là, comptablement, vous l'avez aussi dans vos charges 2020. Pour le négoce de matériaux, c'est fait via Constructis sur le portail d'e-gestion, où là, la collecte sera faite hors ProBTP. Par contre, les 13%, c'est pas tout à fait pareil. Le 13% n'est pas prélevé par l'entreprise, s'en libère directement auprès des écoles et des établissements habilités à le percevoir. Et sur la masse salariale 2019. Alors, on attend le décret. Mais oui, ça risque d'être 2019, puisqu'il va falloir s'en libérer le 31 mai dans le projet de décret. Ah, mais ça, c'est sur des charges qui pourraient avoir... Ça va être compliqué, parce qu'en fait, les écoles, elles vont devoir délivrer des CERFA. Non, même pas. Un reçu. L'entreprise, ça va faire un chèque. Non, même pas libératoire. Non, j'ai posé la question au ministère du Travail, mais on va voir ce que Bercy dit après. Donc attention, quand vous allez verser votre 13% à des écoles, exigez évidemment un reçu, en bonne et due forme, vérifiez que cette école, cet établissement est bien habilité, donc il y aura des listes qui seront publiées au niveau des directs, donc dès qu'on a les liens, on les mettra en lien évidemment sur notre site, comme pour la taxe d'apprentissage, mais comme vous n'avez plus obligation de passer par un collecteur de taxes, vous n'avez plus de garantie que là où vous versez de l'argent, ils sont bien habilités à le recevoir. En cas de contrôle, pour l'instant, il n'est pas bien défini qui doit vérifier. Est-ce que si vous versez un établissement qui vous dit si, j'ai le droit de recevoir le 13%, et qu'en fait, ils n'ont pas l'habilitation, qui est en tort? L'entreprise ou en cas de contrôle, ou l'école, ou les deux? Donc, voilà, mais le souci, c'est qu'on n'a que le projet de décret et pas le décret encore. Moi, j'ai eu la question par rapport à des entreprises qui ont créé leur CFA. Oui. Est-ce qu'elles peuvent utiliser leur 13%? Non. Le 13% ne va pas sur... En tant que CFA. Oui, mais non, mais les 13%, ils ne peuvent aller qu'en don en nature au CFA. Les entreprises qui créent leur CFA peuvent prendre 10% de leurs 87%, mais au titre des investissements. Et après, les CFA d'entreprise perçoivent le niveau de prise en charge déterminé par les branches. Excusez-moi, les acomptes, vous avez dit que c'était en janvier? Non, en février. Pardon, février. Fin février, le premier acompte de 60%. Calculé sur votre masse salariale 2019, 38% le 15 septembre, sous réserve de modification, là aussi, comme le disait Catherine, et puis le solde février 2021. Là, basé sur votre masse salariale 2020. On pourra vous faire une photocopie si vous voulez du document. Et donc, lorsque l'URSSAF prendra le relais, en 2022, on restera sur ce même schéma, enfin, sauf s'il y avait encore de Oh là, l'État ne s'engage pas sur ça. Je suis en train de boule. Les pourcentages sont définis par décret? Oui. Et il y a embouteillage sur la publication des décrets. Ouais. Et donc le problème, c'est que plus on attend les décrets, en fait les projets sont écrits, les décrets ne sont toujours pas en embouteillage, donc les projets de décrets circulent, il y a le lobbying qui s'exerce, et hop, on repart sur des projets de décrets. Enfin voilà,
on nous a promis que sur l'apprentissage, tout serait publié avant la fin de l'année. Bon, voilà. Ça s'approche, hein. Voilà, sur la gestion des contrats d'apprentissage, hein, on rappelle, en 2019, les opérateurs de compétences financent les contrats d'apprentissage hors convention régionale uniquement. En 2020, il va y avoir un énorme, donc c'est un peu transparent pour vous, entreprises, mais il y a la reprise du stock des contrats d'apprentissage sous convention régionale. Pour le secteur de la construction de Constructis, c'est 66 000 contrats d'apprentissage attendus sur lesquels les opérateurs de compétences vont devoir verser le premier versement sous 30 jours en un mois. Donc ça va être l'activité principale de notre mois de janvier parce que du coup, chaque CFA devra être devra recevoir son versement de 50% des 65 000 contrats d'apprentissage en stock. Donc ça, c'est un énorme enjeu du coup pour Constructis parce qu'il va falloir prendre en charge et verser au CFA pour ne pas mettre en péril du coup la trésorerie des CFA, le premier versement de 50% de tous ces contrats en stock, donc 66 000. Donc ça, c'est un énorme enjeu. Transparent pour les entreprises, mais réel entre les CFA et les opérateurs de compétences. Et à partir de 2020, c'est le financement de tous les contrats d'apprentissage. On a pu cette segmentation, contrat hors convention, sous convention, tous les contrats d'apprentissage seront financés par les opérateurs de compétences. Alors on peut peut-être faire une petite parenthèse sur les frais annexes, la restauration, l'hébergement, les transports de vos apprentis. Donc quand c'est au CFA, ce sont des charges supportées par le CFA. Donc l'hébergement de l'apprenti, sa restauration au CFA, ce n'est pas un coût pour l'entreprise, c'est pris en charge par le CFA. Il y a des financements de locaux, avant c'était des régions. Alors on avait des aides en fonction des régions très différentes. Parce que parfois les régions finançaient les CFA qui assuraient ce service. On a d'autres régions qui faisaient des chèques apprentissage directement à l'apprenti. On avait la Bretagne qui fonctionnait comme ça, qui versait directement ses aides à l'apprenti. Demain, tout ça disparaît. Alors, pour vos apprentis aussi, que vous avez déjà, qui connaissaient un système de financement de leur formation ou d'aide à la formation, ça change aussi pour eux. En 2020, ils n'auront plus d'aide, sauf exception dans certaines régions, versées par les régions, puisqu'elles n'ont plus de budget dédié à cela. Voilà, ils paieront leur restauration, leur hébergement directement auprès du CFA. Et c'est le CFA qui va percevoir de l'opérateur de compétences des forfaits, des montants forfaitaires pour aider au financement de cet hébergement. Pour le premier équipement, il y a également une aide donc là, qui va être déterminée pour, alors les TP c'est déjà déterminé, je crois que c'est 450 €, mais c'est pour le CFA, c'est pour l'apprenti au CFA, il a son premier diplôme est plus élevé dans les TP. Voilà, donc en revanche vos obligations, c'est évidemment de lui fournir tous ces équipements de protection individuelle qui sont liés aux obligations de l'employeur. En revanche, s'il l'oublie quand il va au CFA, c'est au CFA d'assurer, vous ne devez pas lui acheter deux paires de chaussures, une pour quand il est en entreprise et une pour quand il est en CFA. Donc voilà, vous vous assurez de lui fournir ce dont il a besoin pour exercer ses activités au sein de votre entreprise. Quand il est au CFA, c'est au CFA de voir avec le jeune ce qu'il amène ou pas et de lui fournir les équipements de protection individuelle pour travailler dans les ateliers. L'opérateur de compétences donc s'est mis au plafond du coût légal pour financer la restauration, l'hébergement et du coup là il y a des sections paritaires par branche qui vont définir et revalider des coûts de premier équipement. Ils ont déjà été définis pour 2019 et là ils vont être décidés au mois de décembre, validés en conseil d'administration pour du coup, le financement du premier équipement sur 2020 en fait. Alors il nous reste un souci
à régler, qui est les frais de transport de l'apprenti quand il se rend au CFA. Donc ce n'est pas une charge de l'entreprise. Jusqu'à présent, c'était financé par les conseils régionaux auprès des CFA. Et il y a un vide juridique, c'est-à-dire qu'en 2020, personne ne finance les transports du jeune. Donc a priori, alors le jeune, si la région finance une carte de transport aux étudiants et aux apprentis, l'apprenti va en bénéficier. Mais il n'aura plus de versement d'aide en direct ou parfois qui était reversé par le CFA pour ces transports. Alors en fonction du lieu du CFA, ça peut être un budget quand même important pour le jeune. Voilà, il faut que vous le sachiez, mais ça ne relève pas évidemment de vos obligations de prendre en charge ces frais quand le jeune se déplace en CFA. Et les opérateurs de compétences n'ont pas été mandataires à ce jour pour financer ce type de dépenses. Voilà, ça c'est un jeu entre les conseils régionaux et l'État sur ce sujet. Donc en résumé, on va voir un peu ce qui a changé avec la loi à venir dans l'apprentissage. Donc en fait, globalement, pas tant de choses que ça pour l'entreprise. On reste sur des grands principes, il y a des assouplissements. Il y a l'enregistrement du contrat qui est un petit peu à part, mais sur vos obligations, elles restent. Il y a l'âge, il y a la rupture. Oui, voilà, c'est des petits assouplissements pour faciliter l'essentiel. Voilà. Ce qui a vraiment changé, c'est le modèle économique des CFA. C'est ça qui va faire. Il y a France Compétences qui a été créé, qui va assurer une régulation et une péréquation financière qui est extrêmement importante du coup pour le secteur de la construction qui a un nombre d'apprentis. On est en termes, donc il y avait 20 OPCA, on est passé à 11 opérateurs de compétences et on représente le deuxième opérateur de compétences qui a le plus d'apprentis. Après, l'OPCO PEPS, entreprises, les entreprises de proximité qui ont aussi les artisans et qui sont extrêmement nombreux. Donc ça, on va pouvoir bénéficier de ces financements. Le rôle de l'opérateur de compétences a changé, bien sûr. On a comme nouvelle mission le développement et la promotion et le financement de l'alternance avec la gestion globale de tous les contrats en alternance. Les branches professionnelles se sont venues renforcer leur rôle puisque c'est elles qui ont été mandatées et Laura y a beaucoup travaillé pour définir ces niveaux de prise en charge qui maintenant sont le coût sur lequel vont être financés ces contrats. Le conseil régional, sa mission a changé. Oui. Sa mission elle s'est vue retirer des compétences qu'elle avait depuis la loi de décentralisation. Donc ça, c'est pour ça que les régions l'ont pas bien pris. En plus, on est dans une région plutôt vertueuse en matière d'accompagnement et de financement de l'apprentissage. Puisqu'en fait l'ensemble des conseils régionaux recevaient des financements à travers la taxe d'apprentissage que vous payez. Une partie, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait plus de 50% que vous ne pouviez pas affecter, qui était reversé en fait à l'État, qui après sur cette base-là redispatchait les fonds dans les conseils régionaux. Et il n'y avait que 2 ou 3 régions qui elles recevaient de l'argent de l'État, et qui rajoutaient par rapport à leur propre budget pour financer l'apprentissage, et Pays de la Loire en fait partie. On avait d'autres régions par contre, et c'est pour ça qu'il y a eu cette réforme entre autres, qui par exemple recevaient 100 de l'État et qui ne versaient que 70 pour le financement de l'apprentissage. Et donc voilà, c'est pour ça que l'État a repris en main le financement de l'apprentissage en le confiant aussi, en y associant les branches, pour plus qu'il n'y ait de différence entre les territoires aussi importantes. Mais c'est vrai que, notamment pour la région Pays de la Loire, c'est quand même un échec par rapport à tout ce qui avait été mené pour les apprentis, pour les entreprises, pour développer l'alternance. C'était une région, je crois, où il y avait en termes de taux d'affectation où les apprentis en pourcentage étaient plus nombreux par rapport à la population active. Ce qui a changé aussi, c'est le label qualité.
il va y avoir aussi une exigence auprès des CFA de répondre du coup à des critères qualité. Donc il reste un peu plus de temps, fin 2020 ou fin 2021 en fonction des contrats hors convention, sous convention. Mais c'est vraiment une exigence qui va être forte aussi, et ça c'est vraiment aussi une nouveauté qui est arrivée avec la loi à venir. Et puis pour les CFA, on l'a vu, c'est le modèle économique qui change complètement. C'est une obligation du coup de devenir économiquement viable et de ne pas dépendre de subventions, mais avoir un modèle économique qui fait que du coup, il faut obtenir un financement qui soit et un remplissage qui soit corrélé à ce que le niveau de prise en charge vont obtenir. Donc c'est vraiment pour les CFA, on en a là, hein, c'est une grande mutation du coup et une transformation à qui on demande de faire ça aussi en un an. Hein, c'est vraiment quelque chose un peu... ça arrivait. Je n'utiliserais pas le mot label, par contre, c'est quand même une certification. C'est une certification. C'est quand même beaucoup plus fort. Parce qu'en fait, jusqu'en 2019, pour être CFA, il fallait que le conseil régional conventionne. Donc c'était le conseil régional qui, quelque part, décidait si un CFA pouvait ouvrir et décidait des formations aussi proposées par le CFA. Donc on appelait ça la carte régionale des formations et c'était une des compétences du conseil régional. Depuis la réforme, en fait, n'importe quel organisme de formation qui était avant sur la formation continue ou qui faisait des contrats de pro parce qu'il n'avait pas pu ouvrir en contrat d'apprentissage, peut se positionner sur l'apprentissage. Donc pour l'entreprise et le jeune, il est important. Avant, il y avait quelque part cette certification, elle était donnée par l'accord de la région. Il y avait un contrôle, un suivi. Il y avait aussi au niveau des services académiques un contrôle de l'apprentissage. Avec la réforme, tout organisme de formation, sous réserve de respecter quelques points quand même, peut ouvrir une formation par la voie de l'apprentissage. Et donc, cette certification des CFA qui se met en place très rapidement pour les nouveaux CFA et qui donne un peu plus de temps à ce qu'on appelle les CFA historiques, elle est là aussi pour vous donner des gages sur la qualité dispensée par le CFA à vous, entreprise, mais aussi aux jeunes. Et puis, le grand changement, je pense aussi, par rapport à la loi, c'est l'ouverture de l'apprentissage aux organismes des entreprises. Oui. Ce qui n'était évidemment pas possible auparavant. C'est-à-dire même les très grosses entreprises qui avaient envisagé de créer leur CFA avaient un veto de la région et aucune entreprise n'arrivait à ouvrir, à part Veolia, qui a toujours eu une culture d'apprentissage très très grande. Je dirais que les autres, voilà. Et là, on voit bien aussi un changement de comportement par rapport à des grandes entreprises de vouloir créer leur CFA. Oui. La DGEFP nous disait qu'il y avait plus de 900 CFA qui s'étaient ouverts cette année. Alors, ça peut être une session en plus, une section en plus. Enfin, les chiffres sont... Bon, ils veulent aussi gonfler la libéralisation. Il y a 289 entreprises. Sur les 500, il y a 289 entreprises. Mais c'est énorme, hein, cette ouverture d'un coup du marché à, du coup, il y a des organismes, des prestataires de formation qui vont aller, comme les Greta, sur l'apprentissage. Il y a tous les CFA d'entreprise, Claire, du coup, on a accompagné beaucoup, du coup, qui voient l'intérêt d'ouvrir leur propre CFA. Il y a vraiment une libéralisation de l'offre et on passe dans une logique de l'offre et de la demande, ce qui n'était pas du tout du coup dans la logique précédente. Donc c'est vrai que leur objectif c'est d'ouvrir un maximum du coup de CFA, que ce soit en entreprise ou que ce soit l'ouverture aux prestataires de formation qui étaient actuellement que sur de la formation continue. Pour l'entreprise, c'est là où il y a le moins de changements du coup. Hein. L'objectif, c'est de faciliter le recrutement des jeunes pour tout diplôme via l'apprentissage. On est dans une logique de demande pour pouvoir ouvrir, faciliter la création de CFA interne du coup.
Et puis essayer de, par les assouplissements qu'a apporté la loi sur l'âge, sur la rupture, sur les modalités, sur le financement, sur la transparence, essayer de créer une vraie dynamique pour promouvoir du coup l'apprentissage. Quels bénéfices alors du coup on peut trouver du coup à l'alternance de manière un peu plus générale au-delà de l'apprentissage? On aurait pu aussi nous demander, pour ceux qui avaient qui ont déjà des contrats d'apprentissage. Quels sont les bénéfices que vous trouvez à prendre du coup des apprentis? Ou quelles difficultés aussi vous avez? On les prend pour les former, pour les garder. Vous les gardez, vous les recrutez? Dans le même cas ici, on ne fait pas ça uniquement pour remplir le quota des 5%. Quel est le pourcentage que vous recrutez, que vous gardez suite du coup à leur formation d'apprentissage? Alors, ça a dépendu énormément du contexte économique dans lequel on évolue. Les années difficiles qu'on a passées, on avait énormément de mal à pouvoir les garder parce qu'on avait bloqué toutes les embauches. Mais on essaie d'en garder le maximum actuellement. On a des besoins en main-d'œuvre qui sont tels que la filière alternance est devenue une entrée normale dans l'entreprise. Un mode de recrutement qui est vraiment privilégié. On a beaucoup de carences dans nos secteurs. C'est difficile de recruter, c'est difficile d'attirer des jeunes. Donc c'est vrai que c'est un vrai vecteur de recrutement du coup par l'apprentissage. Est-ce que vous avez des difficultés sur le savoir-être, sur l'intégration, sur où ça va? C'est un peu compliqué. Oui. On est là pour les accompagner. Le lever du motard. Oui. Quand c'est les premières fois en entreprise, je pense que c'est un peu compliqué, le choc est un peu dur. Ouais, et puis c'est là où on a vraiment un rôle d'accompagnateur. Trouver vraiment quelqu'un qui aime être tuteur Ça c'est important. Ouais, c'est les éduquer professionnellement et parfois un peu plus. Donc, c'est pas toujours que de l'insertion professionnelle. C'est une licence ou un master qui sont déjà... qui ont déjà mis les premiers pas en entreprise, qui ont adopté les codes et les usages. Plus ou moins, oui, c'est ce que j'allais dire, c'est pas... On est surpris des fois. Donc c'est vrai que ça permet de diversifier et de sécuriser des recrutements, surtout quand on a des vraies difficultés du coup, à trouver des ressources. Ça permet d'avoir un vivier. Ça permet d'assurer la transmission des savoirs dans l'entreprise et d'optimiser après l'intégration. C'est vrai que quand le jeune a déjà été une année ou 2 années, c'est plus facile pour les intégrer. On peut donner un chiffre. Apparemment, on est autour de 95% d'insertion professionnelle. À l'issue du contrat d'apprentissage. Alors après, insertion, c'est-à-dire poursuite de formation, nouveau contrat ou emploi. 95% actuellement. C'est vrai qu'il y a 4 ans, c'était beaucoup plus faible. On était exactement ce que vous dites. Il y a une période difficile. C'était un peu la crise. Et aujourd'hui, on est dans il y a eu 10 ans de crise. Combien de temps? Jusqu'à ce que, sans doute, un jour, ça reparte. Mais le problème, c'est qu'après, nous on le voit sur le sourcing, la difficulté, c'est de retrouver la confiance. Si on a communiqué sur un bâtiment de crise, je peux vous dire que vous avez des gens qui ne viennent pas. Si on communique sur un bâtiment qui va bien, on voit quand même qu'on a plus d'apprentis. Alors nous, la température, c'est quand même l'activité économique. L'activité est bonne, on a plus de monde, l'activité mauvaise, ça baisse. C'est mécanique. Là, c'est vraiment une logique du coup d'économie, vraiment. Et justement, comment vous recrutez en alternance? Vous vous mettez en relation avec les CFA, il y a des salons, ils viennent tout seuls. Ils viennent tout seuls. Ça peut être ça aussi. Ils viennent déjà en stage. Et après, Ça, nous aujourd'hui, on forme ça s'appelle des visas métiers, donc ce sont des demandeurs d'emploi
formation payée par le conseil régional. Et c'est plus dur de recruter des adultes que des jeunes. Donc il faut miser, de mon point de vue, sur la jeunesse, même si ça ne marche pas toujours. Ça marche pas toujours bien avec les adultes non plus. Et pour le sourcing en CFA, vous avez plus de jeunes, ils ont des difficultés à trouver des entreprises on ou a alors des difficultés aussi à en trouver pour tout le monde. Ouais. Mais on a des gens qui s'adressent à nous quand même. Ouais. On est à un sourcing possible pour l'entreprise, mais parfois on a des familles elles-mêmes cherchent. Ouais. On conjugue nos efforts et on fait du placement, on fait de la mise en relation. On fait ça pendant 6 mois à peu près. On n'arrête pas de travailler là-dessus, mais il y a des métiers ou des zones géographiques qu'on n'a pas. Oui, il y a ça aussi. Quand vous n'avez pas de coffreur bancheur, vous n'avez pas de jeunes qui... Et pourtant, on pourrait avoir 3 sections. Mais on n'a pas les jeunes. On a à l'inverse peut-être beaucoup de menuisiers ou de peintres, mais pas de maçons, ou pas de couvreurs. C'est comme ça, c'est l'offre et la demande, on a nous en direct aussi. Mais par contre, ça reste quand même, je sais pas, nous, sur l'établissement, on a presque 800 apprentis. On a enregistré près de 600 prospects. Ouais. Alors après, de tout, hein. Enfin, tout, ça, mais on a beaucoup d'actions de sourcing et de rencontres avec les jeunes et de les aider à trouver. Mais eux-mêmes font des démarches et ils se tournent. Il faut savoir une chose, c'est qu'ils ont du mal avec la grande entreprise et ils sont plus faciles. Plus ils sont jeunes, plus ils vont aller vers la petite entreprise. Ah oui. Parce qu'ils se sentent coudés à leur taille. Hein. Donc il faut que les grandes entreprises fassent un effort et puis de les accueillir, hein, ce que vous disiez au début, il leur faut un tuteur. S'ils n'ont pas un repère, si c'est la grande entreprise perdue sur les gros chantiers, ils vont se faire peur. Il faut un tuteur. Tous les jeunes trouvent une entreprise où il y a une vraie difficulté à trouver. Ah, mais c'est pas mathématique, quoi. Ouais. Hein. Il y a des jeunes qui ne trouveront jamais parce que, voilà... Ils ne cherchent pas. Non, le comportement aussi. Voilà, puis d'autres qui sont exigeants, d'autres qui renoncent parce qu'ils se font peur avec l'alternance. Ils ne sont pas matures. Et des parents qui s'effraient aussi. Moi, si je donnais un conseil, il faut recruter tôt. Il ne faut pas recruter en juillet. Janvier, février, mars. Venir aux portes ouvertes, repérer les jeunes, les familles, les rassurer. Si on leur dit oui, mais moi, vous aurez une session de recrutement, je sais pas, fin mai, vous êtes parents, fin mai, vous dites, ouais, mais fin mai, c'est tard. S'il n'est pas pris, qu'est-ce que je vais en faire? Rassurer les familles que vous allez bien embaucher les jeunes et vous faire les meilleurs recrutements, c'est un recrutement qui se font en début d'année civile. Parce que les entreprises sont en concurrence avec aussi les lycées professionnels qui veulent les garder. En bac pro, voilà. En bac pro principalement. Et donc c'est vrai que si vous êtes en capacité d'assurer un contrat de travail à un jeune, comme le disait le Breton, le plus tôt possible, et ben du coup, au moment de l'orientation, voilà, j'ai mon contrat, je ne m'inscris pas en lycée professionnel. Oui, mais il y a enfin, je veux dire, c'est un certain nombre de choses parce que, je veux dire, aujourd'hui, enfin, depuis un an, le législateur remet sur le devant de la scène l'apprentissage. Il a quand même été beaucoup dénigré, y compris par les familles, puisque si les jeunes allaient en apprentissage, c'était qu'ils étaient en échec scolaire. Et ça, avant que, je veux dire, la tendance s'inverse, il va falloir encore un peu de temps. Et c'est ce qu'on leur a dit aussi à l'éducation et au collège. Hein. Et donc, effectivement, ça a changé avec l'ouverture de l'apprentissage pour les écoles d'ingénieurs, les écoles de commerce, parce que là, je veux dire, les parents qui n'avaient pas forcément les moyens de payer 8 500 € par an, le fait que le jeune puisse le faire en alternance, ça a été aussi une ouverture et un changement de mentalité. Mais il y a encore du travail, parce que quand vous discutez autour de vous, tout le monde vous dit oui, c'est bien l'apprentissage, mais pas pour mon fils ou pas pour ma fille. Donc il y a ça aussi. Hein, et effectivement, les lycées qui poussent à aller jusqu'au bac, plutôt que de les orienter. Chacun ses contraintes de remplissage.
Donc on peut avoir un système d'orientation, surtout au niveau du collège, qui fasse qu'on veuille remplir les sections. Oui. Donc on va... Qui a le sourcing? C'est pas nous, c'est les collèges. Il est là le sourcing. Dans les métiers CAP. Il y a des candidats post-bac, il y en a plein. Mais c'est infra-bac, la difficulté. C'est là où il y a tout le travail à faire pour aller chercher des jeunes de tout potentiel. Il ne faudrait pas avoir que les jeunes en difficulté. On les aura toujours, mais après tout, ça a toujours été une mission. Et ça marche. Il y a des jeunes qui resteront dans les métiers et qui, au début, n'aimaient pas l'école. Et ça marche. Pas pour tous, mais pour une grande partie. Mais ça, c'est sociétal. Alors la région, chez nous, elle a encouragé l'apprentissage. Aujourd'hui, elle va continuer à travailler sur l'orientation et en faveur de l'apprentissage. Il continue un engagement fort là-dessus. C'est très bien. Donc on a des bus qui vont dans les collèges. Et nous, on va en tant que CFA dans ce qu'ils appellent les orientibus. Et dans ces orientibus, je fais un appel. C'est bien d'avoir des entreprises qui viennent dire aux jeunes, voilà ce qui se passe chez nous, voilà comment ça marche. Venir peut-être avec une petite vidéo de l'entreprise, je ne sais pas. Enfin. Donc ça, ils en ont 2 maintenant, ils veulent en avoir un par département. On rentre dans les collèges et nous, on arrive à être dans toutes les sessions. Il n'y a pas que nous, il n'y a pas que le centre de formation d'apprentis, mais on s'est organisé, et je vois sur le Maine-et-Loire, on s'est organisé pour être dans le cadre de l'AJE, l'Association Jeunesse Entreprise. Si certains connaissent, c'est des moyens de rentrer autrement que par une manière en travaillant sur le rapprochement avec l'entreprise. Mais c'est très important que les entreprises soient actives et qu'elles disent, qu'elles apparaissent comme des acteurs et pas uniquement dans la logique de faut remplir les centres. C'est parfois comme ça qu'on nous perçoit. C'est extrêmement important aussi, et puis d'avoir, pareil, les meilleurs candidats, les plus motivés. Enfin, c'est sûr, si qu'on attend au dernier moment, on n'a pas forcément non plus, du coup, les mêmes choses. Donc, les 4 étapes clés pour recruter en alternance. Je vous en parlerai après sur l'offre, du coup, de services que propose Constructis. Déjà connaître les organismes, les CFA à proximité. Analyser l'offre de formation, les rythmes d'alternance, les taux de réussite aux examens, la durée de la formation, pour pouvoir vraiment convenir du coup entre la formation, aussi la périodicité, c'est extrêmement important, et du coup votre besoin. Optez pour le bon contrat. Maintenant, il y aura contrat pro, contrat d'apprentissage, quel est le meilleur contrat du coup pour vous. Sélectionnez votre contrat, saisir votre dossier à terme sur e-gestion, contrat pro déjà, et puis après ensuite contrat d'apprentissage, et puis organiser le tutorat, définir votre maître d'apprentissage, le former, il y aura des formations qui seront éligibles, qui peuvent être financées, préparer les conditions d'accueil, évaluer le déroulement de la formation, et puis du coup le faire progresser dans l'entreprise. Est-ce que vous avez beaucoup de risques de rupture, des ruptures qui se font au début du contrat, ou en général ça va? Vous en avez quelques-uns, oui. Quelle proportion à peu près? Sur les 25, il y en a un qui a fini son contrat le 18. Sur les 25, ça va, c'est très raisonnable. Pas de pourcentage, mais en même temps. C'est vous, l'entreprise, qui avez décidé de mettre fin pour du savoir-être, Savoir-être, oui. Savoir-être. C'est en général la principale cause du coup, absentéisme, non-respect des horaires, comportement inadapté dans l'entreprise. Non-respect des règles de sécurité. Non-respect des règles de sécurité, ça c'est quelque chose qui est extrêmement important. Donc 10 conseils pour prévenir les risques de rupture. Ça c'est vrai, partir sur le volontariat du tuteur ou du maître d'apprentissage. Il faut qu'il soit motivé, impliqué et se rendre compte que son mission va au-delà de la transmission du savoir-faire,
parce que du coup, ben, on en a vu beaucoup dans les formations, maître d'apprentissage et tuteur, en disant oui, mais attendez, moi, c'est pas moi l'éduquer, je suis pas son père. Donc, ben, c'est vrai que la mission, elle est un peu large hein, quand même. Du coup, plus en plus le jeune est très jeune, plus il y a une implication avec un vrai coach, un vrai accompagnateur, un vrai encadrant, au-delà de la transmission des savoir-faire. Ensuite, pour notamment les entreprises, les grandes entreprises, comme on l'a déjà indiqué, préparer soigneusement son intégration. C'est vrai qu'ils vont préférer plutôt des petites entreprises où ils sont en direct et voilà, arriver dans une grande entreprise, ça peut être assez impressionnant, notamment pour les plus jeunes. Donc, bon, bah, si vous avez des taux de rupture faibles, j'imagine que ça, voilà, vous êtes bien accueillis et intégrés dans l'entreprise. Ce qui est important, c'est de mobiliser le jeune en lui fixant des objectifs à très court terme, quotidien. Voilà ce qu'on va faire aujourd'hui, essayer de cadrer le travail, donner des objectifs qui soient smart, hein, atteignables, simples, réalistes, du coup, et essayer de positiver, motiver. Je pense que ce sont en tout cas, des salariés de l'entreprise qui ont encore plus besoin de reconnaissance, de feedback, de motivation et de retour positif pour stimuler leur engagement et leur implication dans le travail. C'est aussi accompagner vos maîtres d'apprentissage et vos tuteurs par des formations. Donc il y en a des certifiantes dans le bâtiment et les travaux publics, mais évidemment leur donner tous les moyens d'assurer au mieux cette mission. Se positionner en tant que, voilà, pas père ni mais maître d'apprentissage, donc pour son intégration dans l'entreprise et pour qu'il reste son insertion dans le bâtiment et les travaux publics. Ça peut être une bonne idée de proposer des matinées de visite ou de découverte de l'entreprise en anticipation pour que du coup le jeune puisse visualiser son cadre de travail pour voir s'il peut s'y projeter et s'y préparer, du coup pour que la découverte ne se fasse pas au dernier moment. Le fait de voir l'encadrement, l'activité, comment ça se passe, il verra plus la possibilité de s'intégrer en fait dans cet environnement. On peut peut-être mentionner, vous le disiez, l'importance des stages en entreprise. Ouais. C'est très important aujourd'hui. Avant, c'est quand même plus facile. Et on a vu dans le dernier BVA, il y a beaucoup de jeunes qui sont passés par des stages. Ouais. De plus en plus, hein, et c'est très facile. Maintenant, on peut le faire pour les vacances scolaires. Hein. C'est clair. Et la possibilité d'avoir des conventions de stage pendant les vacances scolaires, il ne faut pas hésiter. Nous, on voit bien, les recrutements se valident souvent en juin après les stages. J'ai travaillé avec NJ. NJ a élaboré un parcours qui s'appelle STEP, où ils accueillent pendant 15 jours des potentiels jeunes. Donc il y a un partenariat avec les missions locales. Donc pendant 15 jours des vacances de Pâques, où ils leur font en fait faire un parcours où ils ont 2 jours, alors chez NJ, dans une des entreprises du groupe NJ, mais aussi sur des entreprises avec lesquelles elles travaillent, donc des toutes petites, qui sont en fait des entreprises qui travaillent beaucoup, essentiellement pour NJ, pour voir toutes ce sont les différentes divisions, les toutes petites entreprises, les grosses, pour que le jeune essaye d'affiner son projet professionnel. Après, ils ont 3 week-ends où ils ont des week-ends d'intégration. Alors, il y en a un qui se passe dans une caserne de l'armée avec un parcours sportif pour pouvoir le faire, pour créer aussi de la cohésion avec ces jeunes qui sont susceptibles d'entrer. Et après, ils leur proposent un stage d'1 mois l'été pour encore vérifier l'adéquation avec les missions, pour ensuite leur proposer un contrat d'apprentissage ou un contrat pro à partir de septembre. Et c'est vrai que depuis qu'ils ont mis en place ce parcours STEP, ils ont diminué de manière extrêmement importante le taux de rupture dans leur contrat d'alternance. Il faut être extrêmement clair et explicite auprès des jeunes sur vos attendus, les horaires, l'habillement,
le savoir-être, la consommation d'alcool. Enfin, il faut mettre vraiment les pieds dans le plat et dire clairement ce qui paraît parfois une évidence, mais ça va toujours mieux quand on l'a dit, et le recadrage se passe mieux quand on a donné le cadre avant. Donc c'est vrai que parfois il y a des choses qui paraissent une évidence, le temps de pause, le nombre de pauses qui paraît une évidence, mais il y a des choses quand on n'a pas mis les pieds dans l'entreprise, ben, on passe directement du cadre scolaire où parfois on fait un peu plus ce qu'on veut à un cadre qui paraît du coup sur lequel on n'a pas eu du coup les attendus. Donc c'est extrêmement bien de le faire. Et en même temps, c'est pas mal d'avoir peut-être des petites fiches parce que pour avoir animé des formations de tuteurs, de maîtres d'apprentissage, il y a des choses qui sont parfois gênantes à dire sur l'hygiène, sur l'habillement. Avoir des petites fiches où c'est écrit qu'ils sont ennemis, ça met aussi les tuteurs dans une situation où c'est moins difficile à dire à l'oral qu'à transmettre un petit livret qui dit du coup les prérequis pour du coup travailler dans une entreprise. Ça facilite aussi le travail des tuteurs de ne pas revenir sur des choses qui sont un peu, où ils se sentent un peu mal à l'aise en fait. Et notamment quand il y a des travaux chez des particuliers, c'est d'autant plus important effectivement. De faire attention, de ne pas laisser les chaussures sales, il y a des choses qui sont une évidence après quand on est dans le métier, mais parfois ça vaut mieux de le dire, quoi. Alors évidemment, vous avez normalement un relais au niveau du CFA et des échanges avec le CFA pour échanger sur aussi le contenu de la formation, ce qu'il apprend en CFA, est-ce que lui, ce qu'il apprend en entreprise et ses activités en entreprise, mais ça peut être aussi en cas de difficulté avec le jeune de comportement, de savoir-être, un échange avec le CFA pour partager vos difficultés que rencontre peut-être le CFA ou un comportement qu'il aura en entreprise qu'il n'a pas en CFA. Voilà, donc surtout ne pas hésiter à contacter le CFA pour échanger sur la formation de l'apprenti. Dernier point, c'est extrêmement important de valoriser l'engagement, le travail des tuteurs et des maîtres d'apprentissage. C'est une mission qui est impliquante, qui prend du temps, qui est engageante. C'est vrai que ce travail, c'est un vrai plus pour l'organisation. C'est un travail qui est de l'ordre de la formation, de la montée en compétences, mais de l'engagement humain aussi. Donc c'est important d'apporter aussi de la reconnaissance pour ce travail qui est effectué pour l'entreprise. J'ai une question concernant la formation justement des maîtres d'apprentissage. Parce qu'on est peut-être mal informé, mais nous dans l'entreprise, on n'a pas l'impression d'avoir beaucoup de choix en termes d'offres de formation. Et quand ce sont les CFA qui nous proposent les 2 ou 3 jours pour faire le titre de maître d'apprentissage chaque année, il y a un certain temps passé à visiter le CFA. Donc c'est pas forcément ce qu'attendent les maîtres d'apprentissage. C'est vrai que l'offre elle est assez réduite et je pense que c'est vrai que la réforme va, j'espère, permettre d'ouvrir un peu cette offre qui est pour l'instant pas pléthorique en tout cas et un peu pauvre, c'est vrai. Donc je pense qu'il va y avoir, en tout cas j'ai eu les contacts avec pas mal d'organismes de formation qui vont travailler sur le sujet et qui, vu le développement attendu du coup de l'alternance et cette mise en avant de l'alternance, vont travailler aussi pour ouvrir l'offre sur ce côté-là. Il y a énormément de choses pour devenir tuteur ou maître d'apprentissage et je pense que ça mériterait aussi, je suis totalement d'accord avec vous, un peu plus, une formation un peu plus étayée que celle-là. Et on s'est posé la question avec Madame Chani de la nécessité d'avoir le titre de maître d'apprentissage confirmé, le 3e jour. C'est vraiment obligatoire ça. Les 3 jours, c'est compliqué, parce qu'en fait, les gens qui viennent en formation, souvent il y a des débutants, donc ils ne peuvent pas l'avoir. Parce qu'il faut qu'ils aient suivi, là, personne ne comprend. Pour nous, on a beaucoup de mal à expliquer ça aux entreprises, que vous allez l'envoyer, mais il n'a pas encore, et puis après, quand ils découvrent parfois les incidences financières, il y a des entreprises que ça ne gêne pas, d'autres ça les gêne. Bon voilà, c'est clair. Bon, après la découverte du CFA, je ne pense pas qu'on passe ces journées à visiter, j'espère. C'est pas le retour que l'impression que l'on donne.
Parce qu'en fait, à un moment donné, on passe du temps dans un atelier pour essayer d'expliquer comment on transmet. Donc on essaye d'être dans chaque métier et on passe un temps à organiser une situation où on va devoir expliquer quelque chose de son métier à quelqu'un. Essayer de voir est-ce que je donne la bonne consigne, est-ce que j'explique bien, est-ce que je vérifie que l'autre a compris, enfin. Mais par rapport au public qu'on a, on ne peut pas être trop théorique non plus, parce que ça va vite les perdre. Hein. Ils vont être assis sur une chaise, c'est déjà long. 3 jours, déjà, ils trouvent que, oh là là. Nous, la durée, on nous reproche plutôt qu'elle soit trop longue, hein, plutôt que trop courte. Et, enfin, je veux dire, c'est une seule fois sur toute une vie de mettre un apprentissage, c'est ça que je trouve que c'est pas beaucoup. Là, je trouve que c'est suffisant. Après, déjà, faire 3 jours, je suis d'accord avec vous, on a du mal à les maintenir. On ne le fait pas suivre d'ailleurs. Non, d'ailleurs. Ce serait. Après, souvent, ils découvrent, hein, parce que des fois, le chef d'entreprise sait, lui, il ne sait pas. Enfin, donc, bon, c'est toujours une expérience à chaque fois. Chaque groupe, bon, allez. Mais généralement, on a plutôt des retours positifs quand même. Maintenant, on peut travailler sur améliorer. S'il y a des entreprises qui veulent nous interpeller, il n'y a pas de souci, hein, ça peut être l'occasion. Je reviens juste moi sur le tuteur. Quand on parle du tuteur ProA ou du tuteur d'apprentissage, c'est la même formation. Alors c'est formation tutorat ou formation maître d'apprentissage. Sur le tuteur de ProA, ils n'ont pas été très cadrans du coup, ça peut être un tuteur. Il n'y a pas de spécificité en fait. D'autres questions? Sur la rupture du contrat, est-ce qu'il y a un support spécifique à envoyer locaux? Oui. Donc on est en train de travailler dessus. Ça sera à l'entreprise de prévenir qu'il y a eu rupture de contrat, du coup pour informer. L'opérateur de compétences continuera pendant 6 mois à financer du coup la formation, le temps que le jeune puisse retrouver du coup une autre formation. Il continue à bénéficier du statut de stagiaire de la formation professionnelle. Et puis si à l'issue des 6 mois il n'a toujours pas pris, ben là à ce moment-là, du coup la formation ne sera pas financée. Sous réserve qu'il aille en formation. Sous réserve. Alors, oui, que c'est bien sûr. Et, mais est-ce que l'État a jugé comme du coup rupture? Si jamais le jeune ne va plus en formation mais qui continue à aller à l'entreprise, tant que le contrat de travail du coup perdure, il n'y a pas rupture pour eux. C'est de l'absentéisme. Là-dessus, il y a des règles, non? Il y en a pas pour eux. En fait, maintenant, on ne gère plus les absences du coup dans le financement des contrats d'apprentissage. On gère, voilà, c'est pas du tout comme les contrats pro. C'est un forfait avec un niveau de prise en charge global, qu'il soit absent ou qu'il soit présent, ça ne change pas. Et petite question, enfin, c'est un peu. Peut-être je donne le bâton pour me faire battre, mais si l'entreprise veut le garder. Plutôt que d'aller en formation. Voilà. Sur les temps prévus. Comment on s'en sort? C'est une obligation de laisser partir la personne à l'école. C'est une obligation contractuelle du contrat d'apprentissage de laisser le jeune aller à l'école. On a quand même des situations où on dit moi j'ai surcroît de travail, je vais le garder en entreprise. Ça, on n'a pas le droit. Normalement, non, l'entreprise n'a pas le droit. Non, mais bon, après, avant on avait un moyen de pression, c'était la prime de la région, une prime d'assiduité. Parfait. On leur disait plus de 35 heures d'absence non justifiée à l'année et garder un jeune en entreprise alors qu'il doit être au CFA. C'était injustifié. Ça permettait de mettre la... Nous, c'était un moyen de pression. Bien sûr. Quand je dis ça, je ne dis pas que les entreprises qu'elles le font beaucoup, que c'est monnaie courante, mais ça arrive régulièrement quand même. Là, alors, plus aucun levier financier. Hein. Non. Donc, et pas de gestion des absences. Donc, j'encourage les CFA à continuer à surveiller quand même les absences. Ouais, ça, forcément, on le fait. On enregistre toutes les absences et on communique aux entreprises les absences. On a un portail là-dessus. On voit tout ce qu'il y a au niveau des... Enfin, on peut consulter en permanence. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on a une entreprise qui garde l'apprenti?
Alors là, le recours, c'est l'inspection du travail, du coup. Le jeune ne peut pas être en entreprise à des moments où il devrait être en formation. Ah oui, c'est Il a rarement l'habitude d'aller chercher l'inspection du travail. Mais dans ce cas, l'entreprise ne prend pas d'apprenti. Ouais, elle embauche quelqu'un. Il y a le monde réel, il y a le monde rêvé. C'est une situation qu'on rencontre. Je sais pas, j'ai pas de chiffres, hein, mais plus l'apprenti est bon, plus on a tendance à le faire. Autre condition qui a été apportée par la loi, c'est qu'on peut prendre un jeune pendant 3 mois en CFA, le temps qu'il trouve, et c'est financé le temps qu'il trouve une entreprise. Donc il peut être financé pendant 3 mois jusqu'à du moment où il trouve une entreprise. Pareil pour les 6 mois, s'il retrouve une entreprise, on peut financer les 6 mois, mais s'il n'en trouve pas, on ne paye pas.